Bonjour à tous, bonjour à Rafik Smati, bonjour Michel Onfray. On se Bonjour. retrouve pour un deuxième numéro des débats rencontres de Front Populaire. Alors Rafik Smati, pour ceux qui ne vous connaissent pas encore, vous venez d'avoir 45 ans. Depuis quelques jours, vous avez créé un groupe qui œuvre dans le digital. Vous êtes arrivé à l'âge de 2 ans d'Algérie, en France. Vous êtes actuellement père de 2 enfants. Vous êtes passionné par les sciences, l'innovation. Et puis, vous avez, confronté, je dirais, au déclin de la France, décidé de fonder le mouvement qui s'appelle Objectif France et qui a présenté ses premiers candidats aux dernières élections municipales avec des succès déjà. Merci d'être là. Michel Onfray, 61 ans. Philosophe, lui, vous êtes normand, on le sait, vous avez écrit plus de 100 livres et vous êtes le philosophe français le plus lu dans le monde. Tous les deux, vous avez un point commun, c'est que déjà vous êtes versé dans le digital. Michel est le seul philosophe à avoir une web TV et à lancer avec votre serviteur Front Populaire, qui est une revue et un site d'information souverainiste digital. Alors on va voir ensemble ce qui vous oppose, ce qui vous rassemble, mais d'abord je voudrais que l'un et l'autre, vous me fassiez part de vos réactions sur des faits d'actualité de ce jour. 16 juillet. Voilà. Alors, les sujets qui étaient en tête des discussions aujourd'hui, eh bien, c'était d'abord ce fameux pompier victime d'une arme à feu à Étampes. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Qu'est-ce que ça vous inspire? Au-delà de cet événement qui est extrêmement tragique, ce que l'on observe actuellement, c'est un ensauvagement de la société. Le sentiment que toutes les structures sociales sont en train de se déliter sous nos yeux et que finalement, ce qui doit tous nous unir, c'est-à-dire le pacte républicain, a en réalité complètement volé en éclats. Et ça se traduit dans cet événement, mais on l'a vu la semaine dernière à Bayonne, ou avec la jeune gendarme qui a été renversée. Tous ces événements mis bout à bout les uns des autres font planer une atmosphère extrêmement délétère sur notre pays, ce qui me rend profondément pessimiste sur l'état de nos structures sociales aujourd'hui. Alors, Michel, l'ensauvagement de la société. Oui, moi ça ne m'étonne pas beaucoup parce qu'on fait savoir depuis très longtemps qu'il y a des territoires perdus de la République. L'expression n'est pas de moi, mais on sait qu'elle est juste et vraie. Certains disent qu'il y a même plusieurs centaines de territoires perdus dans cette République. Et on sait que dans ces territoires, il y a des armes. On sait que pour l'instant, ça sert à régler des comptes entre bandes rivales, qu'il y a de temps en temps quelques morts, quelques blessés, et on laisse faire et on laisse dire. Et là, d'un seul coup, on a un pompier qui se trouve blessé. Tant mieux, c'est une balle dans le mollet, ça n'est que ça, c'est évidemment beaucoup trop, mais je ne pense pas que les gens aient vraiment tiré le mollet. Je crois que c'est une chance pour le pompier qu'on en soit resté à ça. Je pense qu'un jour, ça arrivera dans une tête, dans un cœur, dans un corps, et qu'il y aura des morts. Et moi, je crains que ce qui se passe actuellement, parce que vous avez raison, il y a un ensauvagement de la société, mais il y a une espèce de poudrière, et il suffira d'une étincelle pour que le pire arrive. Et je pense que l'étincelle, ce sera la mort de quelqu'un. Quand on aura la mort d'un policier, d'un gendarme ou d'autres qui enflammeront les banlieues, alors là, je pense qu'on ne pourra plus faire grand-chose. Juste une petite anecdote sur ce que vous dites sur les territoires perdus. Il y a quelques mois, je suis allé avec une élue de Marseille dans ce qu'on appelle les quartiers nord et plus précisément les quartiers notamment de la Castellane. Eh bien, je peux vous dire que quand vous y entrez, je m'attendais très honnêtement à ce que la situation soit moins grave que l'idée que je m'en faisais. En réalité, c'est pire. Nous sommes tombés dans deux guet-apens. Des voyous qui vous poursuivent en moto, qui se mettent en travers de votre route, qui vous demandent de sortir, qui vous demandent des comptes sur ce que vous faites ici, sont tous armés, munis de masques chirurgicaux d'ailleurs, c'était avant le Covid, mais ils étaient somme toute très bien équipés, et vous vous rendez compte à tout moment que la situation peut basculer. Et que, évidemment, les policiers ne sont pas là. Évidemment, si on les appelle, il y a de très fortes chances pour qu'ils ne se dépêchent pas de manière express. Donc il y a un vrai malaise, parce que les vrais perdants de la situation, ce sont les habitants qui vivent dans ces quartiers, qui eux, n'ont rien demandé, et que la France abandonne, ce qui est une honte nationale. On va poursuivre. Malheureusement, ça ne faisait pas partie du grand discours de Jean Castex, notre nouveau Premier ministre, qui a annoncé en revanche un plan de relance avec, je crois, un plan très ambitieux pour le vélo en France. Qu'est-ce que ça vous a inspiré, Rafik? Je crois, et sans doute aura-t-on l'occasion d'en parler, que notre pays aujourd'hui a besoin de grandeur, a besoin d'ambition, a besoin de souffle. Et hélas, alors il y a un certain nombre de choses intéressantes dans le discours de Jean Castex, mais je ne ressens pas cette grandeur, et notamment à travers de l'exemple que vous donnez, qui est peut-être intéressant en soi. Mais est-ce bien de la responsabilité d'un Premier ministre de la France, lors d'un discours de politique générale, dans une situation extrêmement difficile,
que d'être à ce niveau-là du débat, si je puis dire. Nous avons besoin de grandeur, de souffle, d'audace, ce que, hélas, je n'ai pas retrouvé dans ce discours, même si d'un point de vue factuel, il y a des choses intéressantes. Le discours de politique générale, vous l'avez suivi, Michel? Oui, et de fait, j'ai été sidéré qu'on puisse parler d'un projet vélo, d'un grand projet vélo. Vous êtes en train de nous dire, et je souscris, hein, qu'il y a quasiment la guerre dans certains quartiers de Marseille, et la priorité, c'est le vélo, quoi. Donc on voit bien que c'est de la politique politicienne, on voit que 60% des gens n'ont pas voté, mais ça compte pour rien pour Emmanuel Macron. On voit que des grandes villes ont été remportées par les écologistes, donc il faut renvoyer l'ascenseur aux écologistes en disant on va faire des choses pour vous, donc bien sûr qu'on va faire des pistes cyclables, bien sûr que le vélo ceci, le vélo cela. Moi, mon village natal, c'est Chambois, il y a 600 habitants, qu'est-ce que vous allez faire avec les pistes cyclables dans un village comme ça? Est-ce que vous allez dire aux gens, il va falloir arrêter de votre diesel qui pollue, et quand vous irez travailler tous les matins à 12 km, vous prendrez votre vélo, et puis vous rentrerez le soir, à bicyclette également, vous ferez 24 km à bicyclette, quel que soit le temps, quand il y aura la pluie, le verglas, etc. On voit bien que ce sont des concessions faites aux bobos. Le vélo, c'est le bobo globalement. C'est pour les villes, c'est pour ces gens qui veulent s'acheter une bonne conscience. Et là, on voit bien que Castex était dans un numéro de politique politicienne. Il s'agissait de ramener à lui les écologistes qui semblent avoir le vent en poupe. Troisième fait d'actualité, en ce 16 juillet, c'est le jour anniversaire de la rafle du Veldiv. C'était en trending topic des conversations aujourd'hui. Qu'est-ce que vous pensez de l'antisémitisme en France? Il a changé de visage, néanmoins. Ne jamais oublier ce qui s'est passé dans notre histoire. Jamais. Et ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale est un traumatisme pour l'humanité tout entière. Et nous avons un devoir de mémoire et de transmission aux générations futures de ce qui s'est passé. Évidemment, l'antisémitisme a changé de nature. Il y a aujourd'hui plusieurs natures d'antisémitisme. Et on sait bien, pour ne pas, enfin pour dire les choses, qu'il est en grande partie aujourd'hui, hélas, porté par une idéologie qui est celle de l'islamisme. Et ce qui est extrêmement dommage, puisqu'on sait qu'il y a 50 ans ou 70 ans, les musulmans et les juifs vivaient ensemble et vivaient extrêmement bien ensemble, de manière extrêmement fraternelle. Aujourd'hui, il y a des tensions qui sont en train de naître, instrumentalisées par un islamisme et instrumentalisées par des mafias, qui sont en train de créer un choc des religions et des civilisations. Et nous devons, et d'où l'importance du devoir de mémoire, absolument nous élever contre ça et ne rien lâcher, sans quoi, là aussi, toutes les structures sociales de notre pays pourront s'effondrer. Devoir de mémoire, un impératif. Oui, et puis repenser la question de l'antisémitisme. Il y a eu un antisémitisme catholique pendant très longtemps. C'est-à-dire Jésus était un juif qui a dit que le Messie n'était pas à venir, mais qu'il était venu et qu'il était lui-même ce Messie annoncé par les Juifs. Donc ça va donner le christianisme. Et effectivement, quand Jésus est crucifié, enfin je mets des guillemets à Jésus, chacun sait que je ne crois pas à la figure historique, mais quand Jésus est crucifié, c'est parce que les Juifs ont demandé aux Romains ce qu'il soit crucifié. Et à un moment donné, dit-on, c'est pas dans la Bible, mais c'est dans l'histoire autour du Christ, mais où Jésus demande à boire quand il s'en va vers le Golgotha, et il demande à quelqu'un qui lui refuse à boire, il se fait que cet homme est un juif et que ça va devenir le juif errant. Le Christ le maudit et il deviendra le juif errant. Donc c'est le peuple déicide pendant des siècles. Et ça dure très longtemps. Il a fallu attendre, je crois, Jean-Paul II pour que ça cesse d'être le peuple déicide, le peuple juif. Il y a eu un antisémitisme deuxième, je dirais, c'est plutôt au moment du 19e siècle. Et là, pour le coup, ce sont les socialistes, les marxistes, par exemple, Marx beaucoup, qui a écrit un livre sur la question juive, qui estiment que l'argent, le capital, le juif, le bourgeois, etc., c'est la même chose. Donc si on veut la révolution, il faut en finir avec l'argent, le capital, donc éventuellement aussi avec les juifs. Et là, il y a un antisémitisme de gauche, je dirais, qui voit le jour au XIXe siècle. Alors, hélas, Proudhon, pour lequel j'ai beaucoup d'affection, on le sait, mais Marx, mais Fourier, mais beaucoup d'autres au XIXe siècle. Et puis il y a eu la Shoah, alors évidemment c'est un moment terrible dans l'histoire de l'antisémitisme, mais effectivement être antisémite à l'époque de Proudhon, c'est-à-dire avant la Shoah ou après, c'est pas exactement la même chose. Donc l'antisémitisme a pris une autre forme, et pour le coup il a pris la forme de l'antisionisme. Et c'est le troisième temps de l'antisémitisme, c'est-à-dire qu'on sait très bien qu'aujourd'hui, des gens qui nous disent que l'État d'Israël n'est pas légitime, que c'est un État colonialiste, etc. Alors je veux bien aussi qu'on parle des Palestiniens, entendons-nous bien, hein, c'est pas une façon de dire que tout ce que fait Israël est une bonne chose, mais tous les antisionistes sont des gens qui estiment qu'il faut en finir avec l'État d'Israël. Que fait-on des Juifs qui sont dans l'État d'Israël dans ces cas-là? Et donc on ne dit pas aujourd'hui les Juifs ont tué Dieu, plus personne ne croit en Dieu, on ne dit pas aujourd'hui les Juifs c'est le capital,
plus personne n'y croit encore que, mais on dit volontiers aujourd'hui que les Juifs sont les nazis d'aujourd'hui, puisqu'ils font subir aux Palestiniens ce que les nazis ont fait subir aux Juifs à l'époque. Et je pense, et vous avez raison, que le danger, il est que cet antisémitisme-là, cet antisionisme-là, il est porté par un islamisme radical, un islam politique, qui estime, parce qu'il y a effectivement des sourates antisémites dans le Coran, qu'on peut aujourd'hui mener toujours ce combat contre Israël. Alors pour le coup, c'est au nom du colonialisme, c'est au nom des vertus de la gauche, et souvent l'islamo-gauchisme est antisioniste, ce qui est la façon un peu allégée, je dirais, de porter l'antisémitisme aujourd'hui. Alors je suis content que vous soyez réunis aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de choses qui vous rassemblent finalement dans vos démarches respectives, Michel et Rafik. D'abord, vous pensez que Macron est une imposture, vous l'avez déjà dit sur votre chaîne, Rafik. Vous pensez que le seul développement possible pour la France reste dans le cadre de l'État-nation et que la dissolution dans le grand tout de la globalisation, c'est quelque chose de compliqué. Et puis, vous êtes tous les deux des Girondins, c'est-à-dire vous croyez aux vertus de la décentralisation, un pouvoir qui s'organise sur le plan local, régional et pas seulement, qui attend tout de Paris et la verticalité. Peut-être que vous n'êtes pas tout à fait les mêmes, néanmoins, sur le plan économique. Je crois que ce qui peut vous rassembler, c'est que vous n'êtes pas opposé à un capitalisme raisonnable de petites et moyennes entreprises, mais en revanche, vous redoutez tous les deux ces grandes entreprises de capitalisme supranational, disons-nous. Rafik. Oui, il y a aujourd'hui pas un capitalisme, mais il y a en réalité des capitalismes. Moi je me déclare bien volontiers comme étant capitaliste, dans le sens où je détiens le capital de mon entreprise. Mais je suis capitaliste au même titre que votre boulanger détient le capital de sa boulangerie et qu'il est capitaliste. Et je défends l'idée d'un entrepreneuriat, d'un capitalisme de terrain qui soit enraciné, qui soit proche des réalités de nos compatriotes. Et ce capitalisme-là, ou ce libéralisme-là, je ne sais pas comment on peut l'appeler, c'est celui qui est pratiqué en réalité par l'essentiel de nos compatriotes. Et j'ai même envie de mettre dans ça un certain nombre de grandes entreprises nationales, parce qu'il ne faut pas stigmatiser forcément les grands groupes. Quand vous avez une grande société aujourd'hui qui est détenue par ses fondateurs et qui crée des emplois en France, qui innove, qui contribue à faire rayonner notre pays, c'est très bien. Mais à côté de ça, se pose une question de ce capitalisme apatride, de celui qui ne se rattache à rien, qui ne crée de la valeur que pour, j'allais dire, ses actionnaires, et encore, une sorte de bête qui se nourrit de sa propre cupidité, et ce capitalisme-là, qui est celui des paradis fiscaux, qui est celui de l'évasion, c'est évidemment un capitalisme que nous devons combattre. Mais je tiens vraiment à mettre cette ligne de partage sur la table, parce qu'il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Trop souvent, on dit oui, mais le capitalisme, c'est mal. C'est peut-être, on trouvera peut-être un autre système, mais c'est le moins pire de tous. C'est le meilleur ou c'est le pire à l'exception de tous les autres, pour paraphraser une formule célèbre. Donc oui, le capitalisme de l'entreprise, le capitalisme entrepreneurial, celui qui crée des richesses, il faut bien comprendre une chose, c'est qu'aujourd'hui, l'innovation, la création, et que ce soit la création scientifique, l'innovation scientifique, mais aussi la création d'emplois, ça se crée dans l'entreprise. Et une grande partie du malentendu qui est celui de notre pays aujourd'hui, c'est ce malentendu, je ne sais pas d'où on l'hérite, qui consiste à dire l'entreprise c'est mal et le patron c'est un voyou. Il y a des patrons voyous, on en connaît tous. Mais 99,9% des patrons ne sont pas des voyous. Ce sont des gens qui bossent, qui ont beaucoup de mal dans leur quotidien, qui sont oppressés par un État obèse, qui est mal géré et qui leur met une pression, notamment fiscale, sur les épaules qui les empêche d'avancer. Et au final, c'est tout le monde qui est perdant. On a beaucoup moins d'entreprises exportatrices en France que nous en avons dans d'autres pays, notamment l'Allemagne, mais aussi l'Italie. On a beaucoup moins d'entreprises de taille intermédiaire, on a beaucoup de PME, on a des grandes entreprises, mais on a très peu d'entreprises de taille intermédiaire. Cette chape de plomb qui pèse sur notre capitalisme entrepreneurial empêche aujourd'hui notre pays de rayonner et de devenir une grande puissance économique. Michel. Bon, je vais vous décevoir parce que je suis d'accord. Je suis d'accord aussi. Parce que je n'ai jamais dit que j'étais anticapitaliste. Je suis antilibéral. Je pense que vous avez raison de dire du capitalisme que c'est l'art de produire des richesses.
Et moi, je dis très en amont, et alors il y a des gens qui me donnent tort sur ce sujet-là, mais ce sont souvent des marxistes, parce qu'ils ont une lecture marxiste du capitalisme, et ils pensent que le capitalisme, c'est essentiellement le capitalisme industriel. C'est faux. Il y a un capitalisme préhistorique. C'est-à-dire que les archéologues nous apprennent aujourd'hui que quand on ouvre une tombe et qu'il y a une princesse qui est là, elle a des jolis colliers, des jolis bijoux, et c'est fait avec des pierres rares. Et c'est pas fait avec du caillou, du gravier, c'est fait avec des jolis coquillages. Donc le capitalisme, c'est l'art de produire des richesses à partir de la rareté, et l'art de la gestion de la rareté. Donc on ne peut pas éviter le capitalisme. Je pense qu'il y a toujours eu du capitalisme et qu'il y en aura toujours, parce qu'il faut des gens pour produire les richesses. Maintenant, je pense que quand on a produit les richesses, et ça ne peut pas être autrement que par le capitalisme, la distribution, c'est pas la même chose. Et que la distribution, ça peut être par exemple le libéralisme. Donc je suis un capitaliste antilibéral. Je pense effectivement que le libéralisme estime que le marché doit faire la loi. On a produit des richesses, et bien maintenant, on les met en circulation, il y a une espèce de main invisible, enfin ça c'est le XVIIIe siècle déiste qui nous dit ça, quoi. Dieu est là, et puis d'une certaine manière, il arrange les choses pour faire de telle sorte qu'au bout du compte, quand on aura laissé faire les choses, tout aura été formidable. On sait bien que c'est pas comme ça. Et là, pour le coup, Marx a raison dans son analyse, il nous dit, mais le libéralisme, lui dit le capitalisme, enfin, le libéralisme produit la paupérisation. Des pauvres de plus en plus pauvres, de plus en plus nombreux, des riches de plus en plus riches et de moins en moins nombreux. Et là, pour le coup, c'est ici que la distinction se fait. On ne peut pas être anticapitaliste, à mes yeux, ça n'a pas de sens. Après, on peut être un capitaliste vert, on peut être un capitaliste financier, on peut être un capitaliste d'État. Jean-Luc Mélenchon serait au pouvoir, il pratiquerait un capitalisme d'État comme en Union soviétique ou comme à Cuba. Maintenant, de dire le marché ne peut pas faire la loi, quand la richesse est produite, il faut la distribuer autrement, ça suppose effectivement qu'on puisse être antilibéral. On peut dire par exemple, dans un hôpital, le marché ne peut pas faire la loi. Dans une école, le marché ne peut pas faire la loi. Dans la culture, le marché ne peut pas faire la loi. Donc, je ne vois pas comment on peut être anticapitaliste, voilà pourquoi je vous rejoins. Bien sûr qu'il y a des capitalismes qui ne sont pas les mêmes. Le petit propriétaire de sa boulangerie, c'est un capitaliste parce qu'il possède ses moyens de production. Et dans les catégories de Marx, un grand PDG qui ne possède rien, mais qui est salarié, il est un prolétaire. Ça n'a pas de sens. Les catégories de Marx n'ont plus de sens. Donc je pense qu'on ne peut pas ne pas être capitaliste, mais qu'on peut ne pas être un libéral, parce que pour le coup, il y a d'autres façons de gérer les richesses produites. Mais vous parlez de la redistribution. Et vous avez raison, c'est un sujet qui est fondamental, parce qu'au final, l'objectif poursuivi, c'est pas la croissance, c'est la prospérité, c'est le bien-être de nos compatriotes, évidemment. Donc la question de la répartition est fondamentale. Mais quand on regarde les choses de près en France, il y a en réalité une vraie redistribution. Quand vous prenez les 10% des Français qui gagnent le plus, par rapport aux 10% des Français qui gagnent le moins, avant la redistribution, c'est-à-dire avant notamment les impôts, l'écart de salaire est de 1 à 23. Après la redistribution, il est de 1 à 5. Je vais vous livrer une autre grille de lecture qui, à mon avis, pointe du doigt ce qu'est le mal français en rapport notamment à la question du libéralisme et du capitalisme. Parce que finalement, ça crée une lutte des classes qui en réalité est purement factice. Si vous achetez, monsieur Onfray, un produit 100 € TTC dans le commerce, sur ces 100 € que vous achetez un produit donc TTC dans le commerce, vous avez 15 € qui vont sous forme d'achat de matières premières pour fabriquer ce produit. Vous avez 20 € qui vont dans la poche des salariés. Vous avez 3 € qui vont dans la poche des actionnaires. Mais vous avez plus de 62 € qui vont dans la poche de l'État. Et donc, en réalité, le clivage qui est faussement entretenu, qui consiste à dire qu'il y a d'un côté les salariés et d'un autre côté les actionnaires et que finalement les deux doivent se regarder en chien de faïence, c'est, je pense, un mauvais combat. La réalité, c'est que... Alors là encore une fois, j'insiste sur le fait que le capitalisme prédateur, nous devons, et nous sommes d'accord là-dessus, le condamner. Mais le vrai sujet qui mine aujourd'hui et qui pèse dans notre pays, ce n'est pas l'opposition entre le salarié et l'actionnaire. Nous avons besoin d'actionnaires en France et nous avons évidemment besoin de salariés. Mais c'est cet État qui pèse 62%, 62 € sur ce produit vendu 100 € dans le commerce et qui oppresse tout le monde et qui en réalité se délecte du fait que nous nous regardions tous en chien de faïence, que le salarié défie son patron, que le patron soit dans une atmosphère un petit peu inconfortable, parce que ça nous empêche tous de regarder dans la bonne direction, qui est encore une fois cet État léviathan qui pompe tout et qui n'est pas capable
de rendre les services au public en face, parce qu'on n'est pas en sécurité dans notre pays, parce que les hôpitaux s'effondrent, parce que l'école est en train de dégringoler. Tout cela, malgré le travail d'ailleurs des agents de la fonction publique qui font ce qu'ils peuvent. C'est ça aujourd'hui le mal français qui va bien au-delà de la question du capitalisme et du libéralisme en tant que tel. Ce que vous posez comme question, c'est finalement la question de l'efficacité de la dépense publique. C'est des usages de l'impôt. Et je suis d'accord avec vous, mais j'ajouterais aussi qu'il y a les taxes indirectes. Par exemple, les gens simples qui vont acheter leur pain, ils payent encore un impôt. Et les gens qui vont faire leur plein d'essence, ils payent encore des impôts. Donc il y a les impôts sur le revenu, mais il y a toute la TVA, toutes les taxes qui font qu'effectivement on paie encore des impôts. Moi je suis pour les impôts, mais il y a un moment donné où on se dit il faut qu'il y ait un retour. Et on voit bien qu'il y a des impôts, mais on ne voit pas de retour. C'est-à-dire qu'effectivement, on se dit où sont les services publics, où sont les écoles dignes de ce nom, où sont les universités dignes de ce nom, où est la santé, où sont les hôpitaux, pourquoi ferme-t-on des postes, pourquoi ferme-t-on des maternités, pourquoi ferme-t-on des hôpitaux dans les sous-préfectures. Donc il y a un moment donné où je suis d'accord avec vous sur cette idée qu'on ponctionne trop les Français, mais on les ponctionne trop parce qu'il y a un moment donné où on se dit mais ce qu'on donne ici, c'est pour avoir ailleurs autre chose qu'on n'a pas. Où passe l'argent ? Rendez-nous notre pognon, disait Jacqueline Moreau dans une vidéo qui a fait autant de bruit, quoi. Mais elle avait tellement raison de dire, nous, on veut bien donner, mais c'est la question du contrat social. On renonce à une partie de notre salaire, mais pour avoir une protection. Et le contrat social, c'est essentiellement ça, comme vous le savez, c'est chez Hobbes, c'est chez Rousseau. Et là, on se dit, mais le contrat social, je vois bien comment ça marche. Vous me prenez mon argent, mais après, vous me dites, quand vous allez prendre l'autoroute, vous allez aussi payer un péage. Quand vous allez aller à l'hôpital, vous allez avoir un ticket modérateur que vous allez payer. Quand vous allez aller à l'université, il va falloir payer des frais de ceci, puis des frais de cela pour vos enfants. Quand vous allez aller, etc., etc. Et on se dit, mais alors pourquoi on n'a que les inconvénients et pas davantage ? Et là, je suis d'accord avec vous sur cette idée qu'il y a une réforme, on en parle souvent à Front Populaire, une réforme fiscale qui est considérable à faire. C'est pas possible qu'on ponctionne tant les Français alors qu'il y a si peu de retours. On continue à les ponctionner, mais qu'il y ait des hôpitaux dans lesquels ça fonctionne, des écoles dans lesquelles ça fonctionne. Mais comme ça ne marche pas, il y a un moment donné, on va dire, bah, attendez, ne prenez plus de l'argent, il n'y a pas de problème, on va gérer les choses un peu autrement ou différemment. Mais ça, c'est l'État Moloch, c'est effectivement la bureaucratie, c'est l'administration, c'est les étages qui font qu'il y a des gens qui prennent de l'argent au passage pour pouvoir voir si vous ne prenez pas de l'argent, ou comment vous allez diriger l'argent, ou qui vont contrôler ceux qui vous contrôlent, ceux qui voient comment l'argent circule, etc. Mais il y a un moment donné où on se dit, mais ça ne crée pas de richesse, ça crée une espèce de ralentissement de la vitalité d'une nation. Et de fait, les grosses réformes, elles devraient être fiscales, ça c'est sûr. La question de la réforme de l'État, c'est en réalité la mère de toutes les batailles. Parce qu'il pourrait y avoir un sujet de société. Si on payait beaucoup d'impôts, mais qu'en face de ça, on avait des hôpitaux au dernier cri, on aurait une armée suréquipée, ou on aurait une école qui nous positionne en tête des classements PISA, c'est un modèle qui pourrait se débattre. Mais le problème que nous avons aujourd'hui est que nous payons beaucoup d'impôts, à titre record d'ailleurs au niveau mondial. Nous endettons les générations futures. Je veux rappeler, malgré les satisfecits du gouvernement, qu'en 2019, la France a réalisé les 2/3 des déficits de toute la zone euro, ce qui est considérable. Donc on endette les générations futures, donc on vous fait payer à vous, on fait payer à vos enfants, tout ça pour des services publics qui s'effondrent. Eh bien, le nœud du problème, et c'est là, et c'est dans cette direction-là que nous devons regarder, c'est que dans notre pays a une particularité, c'est que l'État a précédé la nation. C'est l'État qui a contribué à faire nation. Et aujourd'hui, l'État est en train de faire sécession avec la nation. C'est-à-dire que vous avez justement une caste technocratique, bureaucratique, qui est extrêmement endogame, qui a fait sécession avec la nation française, et qui empile des couches, soit par incompétence, parce que c'est hélas énormément par incompétence, soit pour se rendre encore plus inamovible, et au final, qui c'est qui paye? C'est les Français, et plus personne, et y compris au sommet de l'appareil d'État, n'a aujourd'hui la mesure du périmètre de ce qu'est censé faire l'État. Et donc on est dans un scénario absolument kafkaïen. Et donc un vrai travail politique, et nous nous y attelons à Objectif France avec notre directeur de projet Patrice Huybans, c'est de décortiquer toutes les politiques publiques, les unes après les autres, et de voir quelle est la poussière qui a été mise sous le tapis. Et je peux vous dire que ministère par ministère, politique publique par politique publique, on se rend compte à quel point, depuis maintenant 40 ans, notre pays n'est plus gouverné, mais il est administré. Est-ce que vous avez en tête, justement, dans vos travaux récents, des exemples comme ça criants
de poussière mise sous le tapis, pour reprendre votre expression. Vous avez 1200 agences qui sont sous la responsabilité de l'État. Alors vous avez 1200 agences. 1200 agences, ce qui est considérable. Alors vous avez certaines d'entre elles qui servent, qui sont utiles. Personne ne remettra en cause la légitimité de l'INSERM, par exemple, mais vous avez des observatoires qui sont là uniquement pour donner des postes, pour distribuer des postes. L'observatoire, alors il y en a un qui me vient en tête, l'Observatoire national des corps intermédiaires, par exemple. Et il y en a, il y en a plein. Et puis alors, il y a ce qu'on appelle le millefeuille territorial, cet enchevêtrement de couches qui est en réalité plus qu'un millefeuille, c'est un plat de spaghettis, qui fait que plus personne ne sait où est la responsabilité aujourd'hui. Prenons un exemple. Les politiques sociales aujourd'hui, les allocations sociales sont distribuées par les départements. Sauf que les départements n'ont aucune souveraineté sur la distribution de ces aides sociales puisqu'elles sont décidées par l'État. Donc, à quoi sert le département s'il est juste une boîte postale pour faire le lien entre l'administré et l'État? Des exemples comme ça, on pourrait faire une émission de 5 heures et hélas, ils sont légion. Prenons l'exemple de la défense nationale, dans un tout autre domaine. On avait, alors maintenant il se trouve que nos avions Rafale, on est capable de les vendre à l'international. Mais jusqu'à il y a une dizaine d'années, on ne vendait pas nos Rafales à l'international. Donc la France avait un contrat avec Dassault et on était obligé d'acheter des avions. Et comme on était obligé de les acheter et que les budgets étaient limités, eh bien on reniait sur les budgets de pièces détachées. Mais alors, qu'est-ce qu'on faisait? Donc, on avait des Rafales, mais on n'avait pas de pièces détachées. Bon, l'usage était de mettre un Rafale de fonctionnement et un Rafale de backup qui fonctionnait uniquement pour servir de pièces détachées au Rafale principal, ce qui est absolument hallucinant. Encore une fois, des exemples comme ça, on en a à l'appel. Et attaquer ce problème-là exige de travailler minutieusement, consciencieusement. Et on a un très grand nombre de personnes qui bossent sur le sujet, parce que si on ne fait pas ce boulot-là, et si on ne met pas le doigt sur ce nœud-là, et si on ne se prépare pas à le résoudre, eh bien la France ne s'en sortira pas. Ouais, ce travail, Front Populaire le réalise aussi à sa manière, en réalisant des cahiers de doléances. Et souvent, Michel, vous parlez de remonter par capillarité des problèmes et des diagnostics à poser, finalement. Ce que vous dites est formidable. C'est-à-dire que c'est effectivement là qu'on voit ce que signifie un État obèse. Parce qu'on se dit un État Moloch, un État Léviathan, un État obèse, bon d'accord, très bien. Alors on dit, regardez. En même temps, c'est délirant ce que vous racontez. Enfin, pas vous, mais je veux dire que ce qui se passe, c'est quand même incroyable. Moi, je découvre l'histoire du Rafale, là. Donc je dis, mais effectivement, chacun, là où il est, peut dénoncer ce genre de choses, et c'est extrêmement facile à régler comme type de problème. C'est ça qui est sidérant. C'est-à-dire que c'est pas de l'idéologie. C'est pas on fait la révolution, et puis on met des drapeaux dans la rue, et puis voilà, l'humanité va s'en trouver changée. Non, c'est juste dire ça va pas. Donc c'est plus possible. Ces agences-là, c'est pas possible non plus. On va voir qui fait quoi. Si vous êtes efficace et que vous produisez et que vous méritez votre salaire, il n'y a aucun problème, vous existez encore. Si c'est juste pour pouvoir vous planquer, avoir de l'argent, mettre les copains, les amis, les femmes, les maîtresses, les enfants, etc., non, ça disparaît. Et je pense que ça, les Français veulent ça. Ils se disent, mais on veut bien payer des impôts, mais on veut pas qu'entre les impôts et nous, il y ait ces agences ou ces gens qui se gobergent, et on voit bien où part l'argent. Quand moi je parle de fuite, je ne sais pas où ça fuit, mais vous mettez le doigt et vous me dites, et je suis heureux de l'apprendre, mais là il y a une fuite, puis là il y en a encore une autre, puis là il y en a encore une autre. Donc c'est facile après, non pas de changer le tuyau, mais de mettre des rustines, en disant on va faire de telle sorte que cette gabegie généralisée n'existe plus. On sent que l'empirisme, le pragmatisme vous réunit tous les deux. Alors, on peut dire peut-être Je pense, si vous permettez, que c'est ce qui réunit aussi tous les gens qui aiment Front Populaire et qui rejoignent Front Populaire. C'est au-delà de la droite et de la gauche, c'est l'aspect empirique et pragmatique. Ce qui vous oppose peut-être, c'était votre parcours politique. Rafik, vous avez longtemps soutenu, vous étiez plutôt aux Républicains, et vous avez soutenu François Fillon en 2017. Est-ce qu'on peut s'en dire deux mots ? Je n'ai jamais été aux Républicains. J'ai été, puisque on se dit tout, j'ai été RPR en 1995 alors que j'avais 20 ans. Quand Chirac a été élu président de la République, il y avait une espérance, j'y ai cru, je me suis planté. Donc effectivement, j'y ai cru. En 2017, je n'étais pas républicain puisque Objectif France existait déjà et on a créé Objectif France précisément pour combler une vacuité dans le paysage politique. Mais ensuite, lorsqu'arrive une élection présidentielle et que vous devez faire un choix, eh bien vous mettez
les individus sur la table, mais vous mettez aussi les projets. Je fais partie de ceux, vous l'avez dit tout à l'heure, Monsieur Simon, qui est assez vite compris ce qu'il y avait derrière Emmanuel Macron. Et pourtant, je peux vous dire que moi, entrepreneur dans le numérique, je ne me suis pas fait que des amis, en ne le soutenant pas à partir de 2016. J'ai toujours porté l'idée que notre pays avait besoin d'un discours de vérité, que les Français étaient prêts à accepter un certain nombre de réformes à condition que l'on mette carte sur table à l'occasion d'une élection présidentielle. Et c'est la raison qui a fait que j'ai soutenu ce candidat lors de l'élection présidentielle de 2017. Il y avait énormément d'angles morts dans cette campagne présidentielle, qui est cette absence fondamentale, et c'est ce que nous portons aujourd'hui à Objectif France, cette absence fondamentale de vision d'avenir, de vision positive pour notre pays. Parce qu'on ne peut pas embarquer un peuple avec un discours qui soit un discours exclusivement du sang et des larmes. S'il faut faire des réformes, s'il faut faire peut-être certains sacrifices, ça doit être au nom d'un idéal qui nous dépasse. Et cette idée d'à la fois d'ordre, que ce soit ordre dans la société, mais ordre économique, et d'audace et de grandeur, sont, je crois, indissociables aujourd'hui d'une action politique ambitieuse. Vous n'auriez pas voté en 2017, Michel, François Fillon? Non, moi j'ai une vraie ligne de partage, elle est extrêmement claire, et elle est ancienne, hein, elle date de 1992. C'est ceux qui ont voté oui à Maastricht et ceux qui n'ont pas voté oui à Maastricht. Je pense que quand on a voté oui à Maastricht, on a voté non à la France, qu'on a voté oui à la dilution de la France, à la destruction de la France, à l'effacement de la France, et qu'on a voulu fabriquer une grande Europe libérale en nous disant mais la vérité de l'Europe c'est qu'elle doit être un grand marché. C'était quand même le propos de Jean Monnet. C'était le propos de Mitterrand quand il a renoncé à être de gauche en 83. C'était le propos de tous ceux qui ont rendu possible Maastricht en 1992. Et tous ceux qui ont rendu possible l'état de la France, dans l'état dans lequel se trouve la France aujourd'hui, sont à mettre en relation avec ce renoncement en 92. Donc vous avez commis une erreur avec Chirac, moi je l'ai commise avec Mitterrand en 81 parce que j'ai voté Mitterrand. Ceci, je ne regrette pas parce qu'il y avait des idées qui sont restées les miennes. Donc en 83, lui change d'idée, moi je garde les mêmes. Et puis après, d'autres vont changer d'idée en estimant qu'aujourd'hui on peut louer les utérus des femmes et acheter des embryons. Ils estiment être de gauche, moi pas. J'estime que ça c'est marchandisé de manière générale et que c'est vraiment ce qui fait la droite, voire même l'extrême droite, la vraie pour le coup. Donc moi je suis resté fidèle à mes idéaux et je pense que vous aussi, parce que je comprends, j'avais l'âge aussi d'entendre Chirac et on pouvait entendre un discours gaulliste. Et en fait il n'y avait rien de gaulliste chez lui, il y avait de la communication gaulliste. Mais il y a un moment donné où, quand je vois Mélenchon, quand même, qui est le dégagiste des dégagistes, et qui a vu tout le monde dégager sauf lui, qui est plus ancien, il est quand même depuis 1989 en politique, cet homme a pendant plus d'une vingtaine d'années été sénateur socialiste et a défendu l'Europe de Maastricht, quoi, quand même. Il a défendu la disparition de la France. Donc je me dis, on ne peut pas aujourd'hui donner des leçons quand on est passé à côté du grand rendez-vous historique qui a été Maastricht. Alors, j'ai été repris parce que sur notre chaîne, j'ai dit à un moment donné que Fillon avait voté oui à Maastricht, puis après on m'a dit mais non, il a voté oui, puis non, puis oui, puis etc. Il était séguiniste, puis après il a changé. Je dis bon d'accord, comme ça on voit bien que c'est extrêmement clair. J'ai eu tort de dire qu'il avait voté oui parce qu'il a dû voter oui puis regretter ou non et regretter. Enfin je ne sais plus, je ne sais même plus ce qu'on m'a raconté, mais c'était confus chez Fillon parce que moi je suis gaulliste ou gaullien et j'estime que depuis De Gaulle il n'y a plus de gaullistes. C'est-à-dire que Pompidou est un pompidolien et que Chirac est un pompidolien, mais sûrement pas un gaulliste. Que Giscard n'a évidemment jamais été, et que Mitterrand a été pompidolien, mais qu'il n'a pas été gaulliste, et que la vraie différence, elle se fait avec des gaullistes, et pour le coup, aux dernières présidentielles, pour moi, il n'y en avait pas. Y en aurait-il eu un que peut-être j'aurais pu me déplacer, mais tous ces gens qui nous disent globalement la fin de la France, ça me va très bien. Mitterrand disait à Jean-Pierre Chevènement, la France ne peut plus passer qu'entre les gouttes. Je ne pense pas que ce soit un destin de passer entre les gouttes. À une époque où on a été la tempête de Victor Hugo, où on a été enfin, ces choses-là. Et je n'aurais évidemment pas voté pour Fillon, mais pour cette seule raison-là. Moi, je n'aurais pas été gêné par un candidat qu'on dirait de droite et qui aurait été souverainiste. Je pense que c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a ceux qui défendent la France, et puis ceux qui ne la défendent pas. Puis après, accessoirement, on est de droite ou de gauche. Et moi, j'ai rien de commun. Moi qui suis de gauche, je ne me sens rien de commun avec un type qui est de gauche libérale et qui dit, mais la France, ça n'existe plus. En revanche, un gaulliste social qui dirait, mais non, moi, ça m'importe, la France, il lui dit, mais faisons un bout de route ensemble parce qu'on a des valeurs en commun. Mais les dernières présidentielles, pas seulement, ont été fabriquées comme on le sait. C'est-à-dire, il faut absolument pousser Marine Le Pen, dont on estime qu'elle peut parler, à la télévision, la radio, débattre, être dans les entretiens, les débats de premier tour, etc. Puis entre les deux tours, on découvre que c'est Adolf Hitler.
Et donc Macron va à Radour-sur-Glane, il s'en va au mémorial de la Shoah pour nous dire attention, vous avez vu, c'est Marine Le Pen, c'est Das Reich. Alors où est Das Reich? Et on interdit qu'elle puisse exister dans le paysage politique. Où elle est dans le paysage politique, et ça n'est pas Das Reich. Donc comme tout est fait pour que l'entonnoir conduise un client qui va finalement être le client de Maastricht, tous les médias font le nécessaire pour qu'on puisse diaboliser, mais la conserver en même temps, Marine Le Pen. Puis après, on trouve le candidat. Alors il se fait que Fillon, il a explosé en vol. C'est pas seulement une histoire de costumes, parce que les 3 ou 4 costumes qui lui ont été offerts, c'est à peu près ce qu'on offrait à Jack Lang pendant un mois, et ce pendant 40 ans. Et lui, il peut toujours continuer à parader, il n'y a aucun problème. Je crois, c'est mon hypothèse, que sur des questions sociétales, Fillon n'était pas maastrichtien, pas assez maastrichtien. C'est-à-dire sur le mariage homosexuel, sur l'avortement, la contraception, sur des questions de ce style-là. Puis il allait à la messe, alors ça, c'est quand même pas bien. Et puis tout ça, on a dit, ce personnage, on ne peut pas le garder parce qu'il risque d'être président de la République et on va avoir des problèmes sur toutes les questions sociétales, la PMA, la GPA, le mariage homosexuel, etc. etc. Donc on s'est dit, celui-là, ce serait bien qu'on s'en débarrasse. Et donc évidemment, dans ces cas-là, on trouve toujours 3 costumes, on trouve toujours des notes de frais qui ne sont pas justifiées, puis on trouve toujours ce qu'on a trouvé pour Fillon. Puis après, c'était facile de dire, ben voilà, le général de Gaulle n'aurait pas été mis en examen, etc. On connaît l'histoire. Et on s'est séparé de Fillon. Mais je pense simplement qu'il fallait absolument que le candidat maastrichtien puisse être présent au second tour, mais surtout élu le soir du premier tour. Donc moi, c'est une mascarade et je ne me soumets plus à ce genre de mascarade. C'est une figure de référence pour vous, De Gaulle? Oui, mais pas la seule. Je ne puise pas mon inspiration dans une figure tutélaire. Je crois d'ailleurs que ce qui fait la force et la grandeur de notre pays, c'est son histoire, c'est la multiplicité de toutes les personnes qui ont fait la France. Évidemment, Charles de Gaulle en fait partie, mais Bonaparte, plus que Napoléon d'ailleurs, mais Bonaparte en fait partie, mais je peux citer Clémenceau, mais pas que des politiques d'ailleurs. Vous prenez une Marie Curie ou un Louis Pasteur, sont des gens qui m'inspirent profondément. Là où je vous rejoins, Michel Onfray, c'est que la vraie ligne de partage aujourd'hui, et vous avez raison de le dire, vous dites c'est entre ceux qui défendent la France et ceux qui ne la défendent pas. J'ai même envie d'aller plus loin. C'est une ligne de partage entre ceux qui croient en la France et ceux qui n'y croient plus. Parce que vous avez un certain nombre de personnes dans notre pays, et notamment parmi nos dirigeants politiques, qui ont admis l'idée que la France était un petit pays qui était en train de sortir de l'histoire et que finalement il fallait se résoudre à accompagner notre déclin lentement mais sûrement. Moi je pense, quand je dis je pense, c'est peu dire, j'en suis même convaincu que la France est un immense pays, c'est même plus qu'un pays, c'est une idée, c'est un idéal, et que la France est un pays d'avenir. Pour plein de raisons que je peux défendre ici, parce qu'il y a un génie français, parce qu'il y a une histoire sur laquelle on peut se reposer, et un socle. Si vous voulez construire et monter jusqu'au ciel, il faut des fondations solides, et nous les avons chez nous en France. Nous avons une langue qui est parlée partout dans le monde, nous sommes présents sur toutes les mers, sur tous les continents. La France, c'est la 2e surface maritime du monde. On a des atouts qui sont insoupçonnés, sauf que pour les magnifier, eh bien, il faut avoir une belle et grande idée de ce qu'est notre pays et du rôle qu'il doit jouer dans l'histoire. Ce qui est, hélas, aujourd'hui, un renoncement au plus haut niveau de l'État. Je ne reviendrai pas sur la fameuse formule selon laquelle il n'y aurait pas de culture française, mais on peut, hélas, en citer plein. La France, c'est un projet politique à part entière. Et je crois que le vrai clivage aujourd'hui est là. Il y a ceux qui croient en la France, ce qui ne veut pas dire que croire en la France, ça ne veut pas dire un pays replié sur lui-même, qui ferme ses frontières, qui est en rivalité avec le reste du monde. Non, on peut très bien avoir des amis, on peut très bien être très proche des Italiens, des Allemands, des Espagnols, faire des choses ensemble, mutualiser nos ressources dans un certain nombre de domaines, c'est très bien. Il ne s'agit surtout pas de revenir à la France des années 50, mais croire en ce destin français qui doit tous aujourd'hui, chacun d'entre nous porter. Quelque chose à ajouter, Michel ? Peut-être que je me distinguerai de vous sur cette idée de croire. Moi, je dirais aimer la France, ou ne pas l'aimer. Il y a même des gens qui la détestent, franchement. Mais il y a dans la dimension de la croyance une espèce de foi que je n'ai pas. Je me dis quand même, il va falloir lutter fort contre les États-Unis, contre l'argent, contre ce qui se passe en Europe, contre toutes ces choses-là. Et je vous sens un peu optimiste, mais en même temps, je vais faire le vieux con, mais vous avez votre âge et vous avez bien raison d'être optimiste et de croire. Moi, je suis un peu plus tragique et je pense que c'est perdu.
Mais en même temps, il faut être tragique et élégant en se disant, mais même si c'est perdu, il faut mourir élégamment, quoi. Il va falloir porter ce qui reste de la France, ce qu'est la France, aimer ceux qui l'aiment, faire savoir à ceux qui ne l'aiment pas qu'ils ne sont pas nos amis. Et là, on se moque de la couleur de peau, de la religion, du sexe, ce genre de trucs. Ça ne compte pour rien. Mais juste dire, c'est pas impossible que ça se passe mal pour la France, vu ce qu'elle a subi. C'est un petit peu l'état de santé de quelqu'un dont on se dit, bon, il n'y a pas de problème, il y a un cancer, il y a une bonne chimiothérapie, on va pouvoir... Puis après des rechutes, puis des choses, puis à un moment donné, on se dit, c'est pas terrible, et je vois mal comment on pourrait s'en sortir. Donc peut-être vous êtes plus gaulliste que moi là-dessus, encore que, il y a de Gaulle, mais il y a chez le général de Gaulle cette idée que la France durera. De Gaulle est capable de dire de temps en temps, bon, on dit, bah, il y a quelqu'un qui a dit ceci ou cela, et De Gaulle dit, mais ça fait 1000 ans que je le dis. Donc cette façon de dire, je suis la France, elle est là depuis 1000 ans, et elle est encore là pour 1000 ans. Je pense, hélas, que ça n'obéit pas à ce que l'histoire nous enseigne. Je pense que les civilisations sont mortelles, que Assur, Sumer, Babylone, l'Égypte, la Grèce, Rome, mais même Stone Age, mais même Lascaux, tout ça, ça a été des civilisations, qu'elles ont toutes disparu, parce que les civilisations, c'est comme un corps vivant. Et que la France a, hélas, probablement fait son temps, et qu'elle va laisser la place, parce que d'abord il y a l'émigration massive, qui fait que, on sait bien que démographiquement, d'ici 2 générations, l'idée d'une France blanche, gréco-romaine et judéo-chrétienne, comme disait le général de Gaulle, sera finie. Quand le général de Gaulle abandonne l'Algérie, on sait très bien que c'est pour cette raison-là. Il sait très bien que la France peut très bien rester militairement en Algérie, qu'elle avait gagné la bataille d'Alger et qu'il suffisait d'y mettre quelques généraux et que ça aurait continué. Mais pourtant, il faut voir ce que dit Perfit dans C'était de Gaulle. Il dit, mais il y a un moment donné où si c'est l'égalité, eh ben, c'est l'égalité, mais ça veut dire qu'un Français de Paris ou un Français d'Alger, ils auront les mêmes droits. Mais il dit à ce moment-là, il est bien évident qu'attirés par les lumières de la ville, par le capital, etc., plein d'Algériens viendront en France, que leur démographie n'étant pas la même que celle des Français, il dit à ce moment-là, ça ne deviendra plus Colombey les 2 églises, mais Colombey les 2 mosquées, on connaît l'histoire. Et donc c'est une pensée de civilisation qu'a le général de Gaulle, qui se dit, mais a-t-on encore les moyens de porter cette civilisation? Lui dit, il faut faire comme si, donc c'est pas j'y crois, hein, mais c'est soyons tragiques, je vais faire comme si, mais je n'y crois plus. Et souvent, bon, c'est de Gaulle de Malraux, hein, c'est dans les chaînes qu'on abat, mais de Gaulle dit, c'est peut-être fini, mais du moins on aura fait ce qu'il fallait faire. Et je pense effectivement qu'il faut faire ce qu'il faut faire, même si je suis un peu plus circonspect sur les chances pour la France de s'en sortir. Le scénario tragique que vous évoquez, vous savez, moi je suis un entrepreneur, donc je suis quelqu'un d'extrêmement pragmatique. Le scénario que vous décrivez est le scénario le plus probable. Disons les choses. Tellement aujourd'hui, les vents contraires qui traversent notre pays sont absolument redoutables, tant sur son identité que d'un point de vue économique et social, etc. Donc le scénario que vous décrivez est le scénario le plus probable. Mais ce qui ne veut pas dire, et les mots sont importants, qu'il est certain. Je crois que s'il y a un espace, aussi peu probable soit-il, pour permettre à notre pays de repartir dans une nouvelle dynamique de civilisation, eh bien nous avons le devoir de nous engouffrer dans cet espace et de pousser les murs. Parce que, tout à l'heure, quand je parlais du génie français, des talents que nous avons, de la puissance de notre histoire, mais aussi de notre géographie, c'est pas que des incantations, c'est des réalités. C'est ça la France. Alors, évidemment que la France, et c'est peut-être l'une des qualités de notre pays, et c'est pour ça qu'il ne s'effondrera pas, la France n'est pas un pays statique. Ce qui a fait la spécificité de notre pays, qui est 2 fois millénaire, c'est que c'est un pays qui est en mouvement. C'est que c'est un pays qui s'enrichit, qui évolue si je veux employer une métaphore scientifique, par mutations génétiques successives qui viennent non pas corrompre un organe originel, mais l'enrichir. Et donc effectivement, la France dans 20 ans, ou dans 50 ans, ou dans 100 ans, sera différente de celle qu'elle était dans les années 50. C'est évident. Mais ça ne veut pas dire que cette France-là, qui sera différente, doit être une France qui aura coupé avec ses racines et qui aura renoncé à ce qu'elle a été. Je crois qu'on peut avoir une autre France, un nouveau modèle de civilisation français qui repose sur autre chose, sur d'autres fondamentaux qui seront ceux du XXIe siècle, mais qui puisent leurs racines dans cette histoire 2 fois millénaire. J'en suis plus que convaincu et encore une fois, si cet espace est là, s'il y a 1% de chance pour que nous puissions y arriver, eh bien notre devoir à tous ceux qui aimons la France, qui voulons défendre la France, eh bien c'est de nous saisir de ce 1% pour le transformer en certitude.
Ça pourrait être la conclusion, mais je voulais quand même vous interroger sur votre perception des progrès de la science. J'ai l'impression qu'en ce qui vous concerne, l'un comme l'autre, il y a des divergences. C'est-à-dire, je crois que vous êtes un grand optimiste et aussi vous avez une grande foi dans le progrès, dans la modernité, dans la science, alors que Michel est plus circonspect. Il y a quand même des conditions morales pour considérer qu'un progrès est un progrès. Est-ce que je me trompe là-dessus? En partie. Je ne suis pas un transhumaniste, pour employer des termes précis. Je ne suis pas du tout un transhumaniste. Je pense que, et d'ailleurs c'est le rôle du pouvoir politique, qu'il faut être en mesure, en toutes circonstances, et y compris face à la science, de poser un certain nombre de limites. La notion de limite est absolument importante. Je suis absolument contre l'idée d'une course effrénée au néant, d'une accélération portée par le progrès scientifique qui se traduisent finalement par un collectif qui accélère, mais qui est incapable de ralentir. C'est-à-dire qu'on a la maîtrise que de la moitié du processus, on accélère, mais on est incapable de ralentir. Ça se finit toujours mal. Donc je ne suis pas du tout dans cette déification de la science, pas du tout. En revanche, je crois en la science. Je pense que la science peut être la clé d'un certain nombre de progrès, et notamment un sujet qui est éminemment d'actualité en ce moment, c'est le sujet écologique. Je crois que la vraie révolution écologique, c'est pas celle qui est basée sur une écologie punitive qui va pénaliser les braves gens qui prennent leur voiture pour faire 50 km et qui roulent en diesel. Non, je crois que la vraie écologie, c'est celle qui est basée sur le progrès scientifique, c'est celle qui nous permettra demain de faire de la fusion nucléaire, c'est celle qui nous permettra de trouver des technologies d'hydrogène, c'est celle qui nous permettra de retrouver notre souveraineté, c'est un mot qui nous est cher, en matière de métaux rares et de métaux précieux, parce qu'on sait aujourd'hui que aujourd'hui, et d'ailleurs c'est un mensonge qui m'exaspère au plus haut point, on dit on va équiper notre pays de véhicules électriques. Mais c'est une très bonne façon de mettre la poussière sous le tapis, c'est-à-dire qu'on fait croire qu'on est écolo, mais en réalité on s'en remet aux Chinois qui extraient ces métaux précieux en Afrique dans des conditions écologiquement drastiques, donc avec une empreinte carbone sur l'ensemble du cycle de vie du véhicule qui est absolument monumentale. Donc retrouver une souveraineté minérale, une souveraineté scientifique pour porter justement cette idée de transition énergétique et écologique. Donc de ce point de vue-là, je crois en la science, et notamment aussi dans le domaine de la santé. Michel? Alors, vous croyez à deux choses, et je ne crois pas plus à l'éternité de la France qu'à l'idée que la science pourrait nous sauver, parce que je pense que nous n'avons plus le choix, la science est mondialisée. C'est-à-dire que vous avez une éthique, vous avez une morale, vous avez des valeurs. Je me souviens, ma première dissertation, quand je suis rentré en seconde, c'était cette phrase de Rabelais, « Science sans conscience n'est que ruine de l'âme ». D'abord, je n'avais pas compris l'intitulé. Mais « Science sans conscience n'est que ruine de l'âme », nous y sommes. C'est-à-dire que si vous avez aujourd'hui des gens qui peuvent faire de l'argent en faisant des choses monstrueuses, ils feront ces choses monstrueuses. Le transhumanisme, vous dites que vous n'êtes pas pour le transhumanisme, je pense que le problème n'est pas d'être pour ou contre, c'est que c'est ce qui va triompher. C'est-à-dire que les GAFAM qui, eux, sont pour le transhumanisme ont les moyens de réaliser ce projet et se moquent éperdument que nous soyons la patrie de Racine et de Corneille et de Boileau. C'est-à-dire que quand vous voyez aujourd'hui qu'Elon Musk lui-même, un particulier, est capable d'envoyer des hommes dans l'espace alors que l'État américain ne le peut plus, on se dit que des fortunes particulières, celle d'Elon Musk, ça peut être le patron de Facebook, de Google, etc., ces gens ont les moyens de s'acheter ce qui leur manque, ils peuvent tout s'acheter sur la planète. Il y a juste un truc qui leur résiste, c'est d'acheter la vie. C'est d'acheter plus de vie encore. C'est la mort qui leur résiste. Ils se disent, mais moi je ne veux pas mourir. Donc je vous donnerai tout l'argent qu'il faudra vous donner, mais débrouillez-vous pour que je ne meure pas. Le transhumanisme, c'est ça. Et on commence petitement avec la procréation médicalement assistée, puis après c'est la gestation pour autrui. Et ça commence bien. On se dit, bah oui, un homme qui a un cancer des testicules, on fait un prélèvement de sperme, on congèle le sperme, et puis après on fait un enfant alors qu'il ne peut plus avoir d'enfant, etc. Bah, tout le monde est pour, évidemment, quoi. Et puis après, vous dites, mais on peut faire des gestations pour autrui. Ben, alors on dit, ah, attention, c'est autre chose. D'un seul coup, vous allez louer des utérus, vous allez vendre des embryons. Puis après, on dit, mais finalement, vous n'êtes pas un garçon, vous êtes une fille, si vous voulez changer de sexe, c'est pas un problème. Toutes ces choses-là qui arrivent en même temps, finalement, vont dans le même sens. C'est cette façon de dire, mais maintenant, il n'y a plus de sexe, il n'y a plus de genre, enfin, on n'est plus genré, et il va falloir qu'on soit interchangeable. Et donc, je pense que ces gens qui ont le projet du transhumanisme auront l'argent et les moyens du transhumanisme. À chaque fois que vous utilisez votre téléphone portable pour demander, je sais pas quoi, un resto dans le coin, vous donnez de l'argent à ce projet transhumaniste.
savez bien. Donc il y a un moment donné où on se dit, mais comment on fait, nous, par exemple, pour dire on va résister contre ce genre de mouvement? Il est hélas inéluctable. Je pense que notre civilisation disparaît, la civilisation judéo-chrétienne, et que la civilisation à venir, en 2 mots, mais en un mot en même temps, ce sera la civilisation transhumaniste. Et que là, pour le coup, un peu comme quand Darwin commence à nous raconter les tribus des premiers hommes, quoi, on voit à quoi ça ressemble, c'est un peu la guerre du feu, quoi. Et puis là, on est arrivé à ce truc extraordinaire, et paf, on repart vers ça. Et il y a un moment donné où on aura l'équivalent des tribus primitives, avec quelques personnes sur la planète qui auront les moyens de dire, mais moi, je vais faire durer mon cœur, mon corps, mon cerveau, mon intelligence. Je vais élargir mon intelligence. Elon Musk dit que dans 4 ans, on pourrait ne plus avoir besoin d'apprendre à lire, à écrire, à penser, puisque on aurait la possibilité de mettre des implants dans un cerveau qui... C'est sidérant. Ce mec, il a ce projet quand même, il a ce projet transhumaniste, c'est clairement annoncé. Il n'a pas que le projet de voiture particulière ou d'envoyer des gens sur Mars. Il a le projet de changer l'homme, de fabriquer un homme pour faire un homme-machine, et que ce soit totalement un homme-machine, c'est-à-dire un homme vendable, avec des pièces susceptibles d'être achetées. Et c'est la marchandisation vers quoi nous allons. Et hélas, on ne dira pas, mais on va faire de telle sorte que, par exemple, votre grand-mère que vous aimez n'ait pas la maladie d'Alzheimer. Enfin si, on va commencer par vous dire ça. On va dire, on a trouvé des médicaments qui, etc. Vous allez dire, oui, je suis pour, bien sûr. Sauf qu'on commence à travailler sur la mémoire. Ces médicaments sont la possibilité de donner à des gens des souvenirs de choses qu'ils n'ont pas vécues. Vous vous rendez compte? Et d'effacer des souvenirs de choses que vous aurez vécues. Vous n'avez pas lu La recherche du temps perdu, on vous met un implant, vous l'avez lu. Vous l'avez lu, La recherche du temps perdu, on ne veut pas que vous ayez le souvenir de cette œuvre parce qu'elle est dangereuse, je ne sais pas quoi, mais faites ça plutôt avec 1984 d'Orwell, et à ce moment-là, on enlève le souvenir de votre cerveau. Vous dites, à partir du moment où des gens peuvent fabriquer des mémoires de choses non vécues ou supprimer la mémoire de choses complètement vécues, qui va le faire? Et au nom de quoi? Une aristocratie qui est celle du transhumanisme. Et je crains hélas que le pragmatisme que vous et moi partageons, ou la pensée empirique, devrait aller jusque-là en disant, hélas, le mouvement est enclenché, et je ne crois pas qu'on puisse aller contre ce genre de choses. Nous ne connaîtrons pas ça, mais nous connaîtrons probablement des choses assez déplaisantes, mais dans 2 ou 3 siècles, la civilisation sera construite sur ça, c'est-à-dire une aristocratie de gens qui posséderont, qui pourront vivre longuement, on aura des banques d'organes, éventuellement des individus qui seront fabriqués sans cerveau. On fera un clone de vous-même, sans cerveau, et on dira, ben voilà, on a une espèce de bestiole qui vit là, et à ce moment-là, on a votre cœur, il suffit juste de prendre des cellules souches, hein, et vous avez votre cœur, c'est-à-dire un cœur qui, lui, ne sera pas dans l'état de celui que vous aurez quand vous aurez 95 ans, et à ce moment-là, on prélèvera ce cœur, etc., puis à un moment donné, votre cerveau commencera à lui mettre des implants, on va fabriquer du vivant et du mécanique et du vivant, c'est d'ailleurs la définition du comique chez Bergson, et puis on aura des gigaoctets dans le cerveau, et quand on avancera du côté de la technique quantique et de l'ordinateur quantique, on regardera nos téléphones en disant, vous vous rendez compte, en 2020, ils avaient ça? On dira, mais c'est incroyable, c'est comme les choses qu'on regarde aujourd'hui en disant, vous vous rendez compte, au XVIIIe siècle, ils croyaient que, etc. Et on aura des ordinateurs quantiques qui penseront presque aussi vite que nous. Et je pense que quand on permettra à des ordinateurs quantiques d'être vraiment perfectionnés, ça pensera plus vite que nous et mieux que nous. Donc je crois à ce moment-là qu'on aura une autre civilisation. Comme toujours, une civilisation, c'est le fait des barbares. C'est les barbares qui installent les civilisations, puis quand les barbares triomphent, ça s'appelle la civilisation. Je pense que ce qui ressemble à de la barbarie aujourd'hui deviendra un jour, hélas, de la civilisation. D'où l'importance du mot pouvoir. Parce que finalement, le pouvoir suprême, lequel est-il? Est-ce qu'il est celui d'une science qui va devenir omnipotente? Moi, je crois et je continue de croire que le pouvoir suprême, par nature et de manière non négociable, doit être le pouvoir politique, au sens d'un peuple qui se fédère pour unir ses forces et pour pouvoir avoir la main sur tous les autres pouvoirs. Ça, c'est quelque chose, c'est un objectif que nous ne devons absolument pas lâcher. S'il doit y avoir un pouvoir suprême aujourd'hui, c'est le pouvoir d'un peuple fédéré qui s'organise autour d'un contrat social. Et ensuite, le rôle de la politique, et c'est sans doute ce que nous avons abandonné depuis 50 ans, c'est de jouer dans les rapports de force. Effectivement, la politique, ce n'est pas un monde de bisounours, c'est un rapport de force. C'est un rapport de force avec d'autres États, mais c'est aussi un rapport de force avec des entités aujourd'hui qui ne sont plus des États, mais qui ont même une force de frappe, vous en parliez, qui est supérieure à celle des États. Mais je continue à m'attacher à l'idée que le pouvoir suprême ne peut être que celui du peuple fédéré autour d'un contrat social. Merci à tous les deux. Je pense que cette discussion aura été extrêmement enrichissante. Et puis, vous avez toujours la possibilité de prolonger ces débats sur frontpopulaire.fr, notre site d'information. Merci. Merci. Merci.